Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cluster News. Au sommaire de votre journal, Reda Cricket a été arrêté hier en région parisienne. Il était vraisemblablement en train de préparer un attentat. Vous découvrirez dans ce journal des images exclusives de son appartement. Et puis l'enquête en Belgique continue. 7 personnes ont été arrêtées hier soir et ce matin à Bruxelles dans le cadre de l'enquête sur les attentats. Enfin, les Business Games au Campus Cluster, Bastien Cervoni nous emmènera à la découverte de cet événement singulier. Et on commence ce journal avec ces opérations policières qui se multiplient à Bruxelles. Alors que 7 personnes ont déjà été arrêtées hier et ce matin, l'enquête se poursuit. Une opération antiterroriste très importante a été menée aujourd'hui dans la ville de Schaerbeek, près de Bruxelles. Une opération liée au projet d'attentat déjoué en France hier, dont nous vous parlerons dans quelques minutes. Le quartier a été bouclé et les habitants sommés de rester chez eux. Des détonations ont été entendues. Il s'agirait de détonations maîtrisées, probablement liées à l'intervention des équipes de déminage. Un homme a été arrêté et serait légèrement blessé, mais on ne connaît pas encore son identité. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État américain John Kerry a tenu aujourd'hui à rendre hommage aux victimes des attentats. Il a déposé une gerbe de fleurs à l'aéroport avant de déclarer « Je suis bruxellois ». Et pendant que John Kerry était en train de se recueillir, les États-Unis ont annoncé avoir tué en Syrie le numéro 2 de Daesh. Et on l'a appris par le Quai d'Orsay tout à l'heure, un Français a été tué lors des attentats de Bruxelles mardi dernier. L'homme se trouvait à l'aéroport avec sa femme, qui est grièvement blessée. Et justement, ces images exclusives de l'appartement de Reda Cricket. Ce Français arrêté hier à Boulogne-Billancourt, il est soupçonné de préparer un nouvel attentat en France. Toute la nuit jusqu'en fin de matinée, la police a mené des perquisitions dans son appartement situé rue du Général Delambre à Argenteuil, en banlieue parisienne. Des kalachnikovs et un grand nombre d'explosifs ont été retrouvés, des explosifs qui ont été détruits ce matin par le service de déminage. Le quartier paisible de la commune d'Argenteuil, situé en banlieue parisienne, où le terroriste présumé habitait, est sous le choc. Reportage Fatoumata Bakili. C'est dans ce petit immeuble cossu situé au 185 de la rue du Général Delambre à Argenteuil que se trouve l'appartement de Reda Cricket. Arrêté hier, ce Français de 34 ans est soupçonné de préparer un attentat terroriste en France. À l'intérieur de son domicile, situé au 4e étage de cet immeuble, les policiers découvrent des kalachnikovs et plusieurs kilos de TATP, un explosif artisanal déjà utilisé lors des attentats de Paris et de Saint-Denis. Dans ce quartier paisible d'Argenteuil, c'est la stupeur. Encore sous le choc, ce voisin de Reda Kefti accepte de témoigner sans apparaître à l'image. Le quartier a l'air assez calme. C'est calme, oui, bien sûr, parce que moi ça fait presque 6 ans que j'habite à Argenteuil et j'ai jamais entendu parler de ce là. Vous allez retourner chez vous l'esprit tranquille? Non, là je compte déménager. Dès hier, vers 17h30, le quartier a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre. Les riverains ont eu consigne de rester calfeutrés chez eux. L'immeuble de Reda Cricket a été entièrement évacué pour permettre aux démineurs de neutraliser les dispositifs. Ce n'est que vers midi ce vendredi que le périmètre de sécurité a été levé pour le plus grand soulagement des habitants. Mais qui est Reda Cricket? C'est la question que tout le monde se pose. Que sait-on de lui? Justine Evin revient sur son parcours. Reda Cricket, 34 ans, français originaire de Courbevoie. Cet homme, interpellé jeudi matin, est un proche d'Abdelhamid Abaoud, le commandant des attentats du 13 novembre à Paris. Tous les deux étaient piliers du réseau Zerkani, une filière terroriste de Bruxelles qui envoie des hommes au djihad en Syrie. Jugé en appel le mois dernier lors du procès Zerkani, il est condamné à 10 ans de prison par contumace. Arrêté jeudi matin à Boulogne, Reda indique aux enquêteurs détenir des armes dans son appartement à Argenteuil. Des armes qui auraient pu servir à une nouvelle attaque dans Paris. Reda Cricket est actuellement entendu par les enquêteurs. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 72 heures.
On passe à cet accident de bus qui a fait 12 morts, tous de nationalité portugaise, cette nuit dans l'Allier. Le minibus venait de Suisse et se rendait au Portugal pour le week-end de Pâques. Il a percuté un poids lourd, tuant sur le coup ses passagers, dont une fillette de 7 ans. Le chauffeur du minibus et les 2 chauffeurs du poids lourd sont blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Une route réputée dangereuse, ce n'est pas la première fois que des accidents meurtriers y ont lieu. Le minibus a dévié de la route dans des circonstances encore non éclaircies, sur l'une des rares lignes droites de ce qui est surnommé la route de la mort. En France, cette affaire de violence policière dans le cadre des manifestations contre la loi El Khomri. Des vidéos choquantes circulent sur la toile depuis hier soir. On y voit des policiers frapper violemment un adolescent devant le lycée Bergson dans le 19e arrondissement de Paris. Ce matin, des jeunes manifestaient devant ce même lycée contre les violences policières, un sujet d'Evelyne Sakawin. Paris devant le lycée Bergson, un lycéen est violemment frappé par les forces de l'ordre pendant la manifestation contre la loi travail. Depuis hier, la vidéo fait le tour du web. Il est très violemment bousculé par un policier et subit ensuite un violent coup de poing qui le projette à terre. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est exprimé avec fermeté face à la situation qu'il juge tout simplement choquante. Aujourd'hui, les lycéens se sont rassemblés devant le lycée Bergson pour dénoncer ces violences policières. L'hôtel de police du 10e a par la suite reçu la visite du cortège qui a tenu à déverser quelques projectiles. D'autres établissements comme l'université Tolbiac ont également exprimé leur mécontentement en taguant les murs de l'université de messages. Ce n'est pas la première fois que les forces de police abusent de leur autorité. Une autre fois, l'équipe de France 2 était tombée par hasard sur des faits similaires. Un homme à terre se faisait ruer de coups par plusieurs policiers. Rappelons aussi que depuis le début de ces manifestations, des voitures ont été incendiées, des policiers blessés. À ceci s'ajoutent de multiples incendies poubelles et lancements de projectiles. L'affaire Air Cocaïne maintenant, Bruno Odo et Pascal Forêt, qui avaient fui la République dominicaine, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les 2 pilotes devront remettre leur passeport aux autorités. Ils ont interdiction de sortir de leurs appartements de résidence, d'exercer une activité dans le domaine de l'aéronautique et de rentrer en contact avec les autres personnes mises en examen dans cette affaire. Les 2 hommes qui devront également pointer une fois par semaine au commissariat le plus proche. L'enquête dans cette affaire de trafic de drogue est quant à elle toujours en cours. En France, le nombre de chômeurs a fortement augmenté en février, plus 1%, soit une hausse de 38 400 demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi en seulement un mois, la plus forte jamais enregistrée depuis septembre 2013. Une hausse qui survient après la baisse surprenante du nombre de chômeurs à la fin du mois de janvier dernier. Le nombre de chômeurs qui s'élève aujourd'hui à 3,59 millions. Et puis cette bonne nouvelle pour l'économie française, le déficit français a reculé de 3,9% à 3,5% du PIB. Une baisse du déficit notable pour le ministre des Finances Michel Sapin, puisque la France a dû faire face à des dépenses imprévues comme le renforcement des moyens liés à la sécurité. Le ministre qui a promis de continuer à réduire le déficit en 2016 et 2017, la dette publique continue quant à elle à s'accumuler. On passe maintenant au reste de l'actualité internationale, le résumé par Léo Gautret. L'enquête se poursuit en Belgique après les attentats. 7 nouveaux suspects ont été arrêtés hier soir à Bruxelles. Des perquisitions organisées par la police belge. Les 3 premiers ont été interpellés alors qu'ils stationnaient dans une voiture en centre-ville. 2 autres personnes ont été arrêtées dans la capitale et une autre dans la commune voisine de Jette. Ce matin, un 7e suspect a été arrêté. Il aurait été reconnu sur les images de vidéosurveillance en compagnie des frères El Bakraoui. L'État islamique fléchit. Le groupe terroriste a été aujourd'hui la cible d'une double offensive à Palmyre et Mossoul. Depuis 2 jours, Hezbollah libanais, forces russes et syriennes mènent l'assaut. Ces dernières 24 heures, 40 djihadistes et 8 combattants syriens seraient morts dans l'assaut de Palmyre, une des villes stratégiques de l'État islamique depuis mai 2015. L'armée nigériane libère 829 otages de Boko Haram. Jeudi, une opération de grande ampleur a été lancée pour libérer les centaines d'individus retenus par le groupe islamique. Depuis 2009, le groupe islamique a fait au moins 17 000 morts, en majorité des musulmans. Le boucher des Balkans finira ses jours en prison.
À 70 ans, Radovan Karadzic a été condamné hier à 40 ans de prison ferme par le tribunal de La Haye. À la tête des forces serbes de Bosnie de 1992 à 1995, il avait notamment organisé le massacre de Srebrenica et le siège de Sarajevo. Poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité, ces dernières décisions avaient entraîné la mort de dizaines de milliers de soldats et civils. On passe au sport maintenant. Andrea De Santis, bonjour. Bonjour Émilie. Alors apparemment aujourd'hui, la mort de Johan Cruyff domine l'actualité sportive. Oui, Emeline, décédée hier à 68 ans des suites d'un cancer du poumon. C'est une légende du football qui disparaît. Johan Cruyff, meneur de jeu exceptionnel, élégant balle au pied, triple ballon d'or, joueur mythique évidemment de l'Ajax Amsterdam et du FC Barcelone, avec son fameux numéro 14. D'ailleurs, ce soir, vous le savez, match amical Pays-Bas-France, Emeline, et fait rarissime, le match s'arrêtera à la 14e minute de jeu, avec une minute de silence en hommage donc à Johan Cruyff. Et justement, Andrea, les hommages se multiplient aujourd'hui. Oui, les hommages, justement, se multiplient de même depuis hier, Emeline. Là, on le voit avec l'équipe aujourd'hui et sa magnifique couverture, reprenant les fameuses couleurs orange des Pays-Bas, de la sélection des Pays-Bas, avec une photo de Cruyff prise pendant la Coupe du Monde 1974. Et il n'y a pas que l'équipe qui en fait sa une, avec le Hollandais volant. Les quotidiens sportifs ont salué cet immense joueur dans toute l'Europe, des premières pages tout en sobriété, comme quoi, parfois, les meilleures unes sont celles faites pour les hommages. Mais pour mieux comprendre l'impact de Johan Cruyff sur le football, la marque qu'il a laissée sur ce sport, écoutons l'avis de ce journaliste. Pour moi, c'est le premier joueur qui a inventé quelque chose. Il a inventé une façon de jouer. C'est le premier joueur qui a eu un impact sur la totalité de l'équipe avec laquelle il jouait. C'est en ça que c'est un grand joueur. C'est pas un artiste, un soliste comme on peut le croire sur quelques images qu'on voit. C'est quelqu'un qui a fait jouer toutes les équipes avec lesquelles il était, qui les a mieux fait jouer et qui les a fait jouer surtout différemment. C'est rare qu'un joueur de son talent ait été un entraîneur aussi victorieux et aussi avant-gardiste. Il avait tellement le foot en lui qu'il l'a pratiqué et qu'il l'a même enseigné et inculqué aux autres. Cruyff, pour moi, c'est ça, c'est cheveux au vent et le dribble parfait, quoi. L'élégance pure. C'est l'un des premiers joueurs vraiment élégants. Beau à avoir joué. On a parlé de Johan Cruyff justement. Ce soir, la France, vous le disiez, Andrea, affronte les Pays-Bas en match amical. C'est peut-être un signe du destin, effectivement, Evelyne. Les Français sont aux Pays-Bas, dans la ville de Johan Cruyff, à Amsterdam, à l'Arena d'Amsterdam, où aura lieu cette rencontre ce soir. C'est le premier match de l'équipe de France en 2016. Il aura donc une valeur de test pour les hommes de Didier Deschamps, car l'Euro a lieu dans moins de 3 mois. Et fait rare encore ici, c'est le numéro 14 des Bleus, Blaise Matuidi, qui sera le capitaine ce soir. C'est peut-être un signe. Le Parisien portera le brassard en lieu et place d'Hugo Lloris, absent pour l'occasion. Une absence qui permet aussi à Steve Mandanda d'être titulaire dans les buts français. Coup d'envoi à 20h45. Enfin, juste pour finir, une pensée à Thierry Gilardi. Cela fait aujourd'hui 8 ans qu'il nous a quittés. L'ancien commentateur sportif, voilà, on pense à lui. C'était une grande voix du sport. Voilà, c'est tout pour les sports, Emeline. Merci, Andrea. Place à la culture maintenant. Les Rolling Stones vont donner ce soir à la Havane un concert gratuit dans le cadre de la tournée America Latina Olé. Le célèbre groupe britannique se produira en plein air. C'est un fait exceptionnel et totalement inédit à Cuba. Dans ce pays communiste, le rock'n'roll y a longtemps été interdit. Ce sont près de 500 000 Cubains qui seront attendus à la cité sportive où aura lieu le concert. Léa Faust nous a rejoints sur le plateau pour nous parler d'une pratique sportive pas comme les autres, celle des jeux vidéo. En France, plus de 150 000 gamers gagnent de l'argent grâce aux jeux en ligne. Leur statut pourrait bientôt être reconnu par la loi. Les gamers pourraient donc bien devenir un métier à part entière. Bonjour Léa. Bonjour Emeline. Alors, quels sont les enjeux pour les gamers ? Alors Emeline, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gamers n'ont aucun statut social, c'est-à-dire qu'ils ne cotisent pas à la sécurité sociale et sont en fait souvent auto-entrepreneurs. Le gouvernement souhaite donc créer un cadre légal inspiré de celui du sport professionnel. Il leur permettrait d'être considérés comme des salariés en CDD et les compétitions de jeux vidéo devraient elles aussi être réglementées par un régime juridique spécifique. Mais justement, c'est quoi exactement une compétition de jeux vidéo ?
Eh bien, Emeline, c'est une véritable compétition sportive où les adversaires s'affrontent dans l'univers d'un jeu, en équipe ou en individuel. Le jeu le plus pratiqué au monde est League of Legends, avec 67 millions de joueurs mensuels. C'est un univers d'heroic fantasy où s'affrontent 2 équipes de 5 joueurs sous l'apparence de créatures fantastiques pendant une vingtaine de minutes. Et les enjeux financiers de ces compétitions sont énormes. En 2014, un tournoi de League of Legends à Seattle a donné une récompense au vainqueur de 11 millions d'euros. Et qu'est-ce que cette loi pourrait bien changer pour les joueurs professionnels ? Eh bien, Emeline, les enjeux sont majeurs puisqu'aujourd'hui, aucun statut légal n'encadre les sommes gagnées par ces joueurs. Il faut savoir qu'en France, les gains enregistrés s'élèvent à plus de 4 millions d'euros par an et le joueur le mieux payé, dont le pseudo est Stéphano, a touché près de 230 000 euros pour un tournoi. On a contacté Gaëtan Girem, community manager pour l'entreprise de jeux vidéo Bandai Namco, pour en savoir plus. Actuellement, certains en vivent, mais ils ne sont pas déclarés comme des travailleurs. Donc ils ne cotisent pas, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de sécu. C'est un peu, malheureusement, c'est un peu de l'argent au noir pour le moment. Et surtout que les compétitions se font dans le monde entier et que dès qu'il s'agit de voyager autre part, il faut parfois des visas. Et que donc actuellement on avait des visas tourisme, mais de plus en plus de compétitions commencent à demander des visas travailleurs en fait. Ça devient un milieu qui se professionnalise, et tant mieux. On a même pu voir commencer à avoir des problèmes de dopage. Donc on arrive dans un milieu qui rapporte énormément d'argent. Maintenant ça se compte en millions de dollars pour des joueurs, et donc c'est des revenus qui doivent être structurés à la fois pour l'organisation, parce qu'il faut pouvoir donner cet argent, il faut le justifier, etc. Et pour les joueurs qui puissent participer à leur cotisation, à leur retraite, avoir un véritable travail, des bulletins de salaire. Alors on l'a entendu, les choses ne sont pas toujours faciles pour les joueurs aujourd'hui. Ce sont loin d'être de simples geeks, ce sont de véritables compétiteurs qui s'entraînent parfois de 35 à 50 heures par semaine. Une passion mais aussi un métier à part entière qui est pourtant encore très difficile d'accès. On écoute Baptiste Desvaux qui a lui-même participé à de nombreuses compétitions. Je pense que ça va bénéficier aux joueurs en France, c'est sûr. Un mec qui veut en faire sa carrière sera beaucoup plus sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, un mec qui veut en faire sa carrière, faut qu'il s'accroche, faut qu'il soit vraiment bon, faut qu'il y mette beaucoup de temps. Et en plus, quand il sera professionnel, il sait jamais si ça va durer 2 mois ou toute sa vie. Alors que c'est clair qu'avec un statut de salarié, déjà, quelqu'un dans une équipe sera beaucoup plus confortable si son équipe lui dit voilà, nous on vous paye un salaire par mois, vous avez un vrai statut, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et les plus grands joueurs français se rassembleront ce week-end à Poitiers pour la Gamer Assembly du 26 au 28 mars prochain. Près de 20 000 visiteurs sont attendus, dont 1700 joueurs professionnels. Merci Léa. Place à la gourmandise maintenant, c'est ce soir que commence le week-end de Pâques. Une fête appréciée des enfants qui n'ont qu'une hâte, aller chercher leur chocolat. Mais elle l'est aussi des adultes. Petit aperçu des innovations avec Solène Boisset. Chaque année, Pâques est un événement très attendu par petits et grands. Les innovations pour l'occasion sont de plus en plus nombreuses. L'une d'elles, le retour en enfance, trop peu exploité dans les pâtisseries classiques, selon Déborah Lévy, cofondatrice des Fées Pâtissières. Alors ça fait des années aujourd'hui qu'on voit tous les œufs de Pâques qui se défilent sur toutes les premières pages des magazines. On a des choses somptueuses, mais c'est vrai que c'est très travaillé. Aujourd'hui, ça ressemble plus à de la sculpture. Et je ne pense pas forcément qu'un œuf très grandiose parle à un enfant. On retravaille le thème de la jungle par rapport à l'origine du chocolat qui a été utilisé pour faire cet œuf. Mais la particularité, c'est qu'on fait des petits animaux parce que c'est rigolo et ça parle aux enfants en fait. On a vraiment cet effet retour en enfance. Un retour en enfance, oui, mais pas seulement. Il faut savoir s'adapter aux besoins nutritifs de chacun, comme le chocolat sans sucre de la pâtisserie Eugène. C'est les œufs de Pâques que tout le monde peut se permettre de manger. Donc au départ, Eugène, c'est moi. Et je suis diabétique, donc c'est des œufs qui sont faits pour avoir un impact glycémique beaucoup moins important. Pour ça, on utilise des chocolats de grand cru et on utilise surtout un sucre complexe. Alors un sucre complexe, c'est quoi? C'est des molécules de sucre qui sont accrochées les unes aux autres sous forme d'une fibre qui fait qu'on a beaucoup moins d'impact sur la glycémie parce que le sucre ne passe pas. Alors les œufs de Pâques, on a réfléchi parce qu'on voulait faire quelque chose de différent et c'est très difficile vu que tout a été fait
colorés, tout le monde en a fait, des rouges, des verts, des bleus. Toutes les formes ont été faites, donc on a réfléchi et on a fait un thème sur les animaux. Donc les œufs que vous allez voir sont des œufs avec des pattes d'animaux. Mais on a voulu ça assez convivial, donc on a mis les œufs avec les pattes d'animaux et on les a mis sur internet et organisé un petit concours où les enfants ont trouvé les noms des œufs. Cette année, Pâques sera donc sous le thème des animaux, ce qui devrait ravir vos enfants. Bonne dégustation. Ça donne envie. Et on termine par votre rubrique Campus. Aujourd'hui et demain, place aux Business Games sur tout le Campus Cluster. Le principe est simple, mettre les étudiants en Master 2 dans la situation de gestion d'une entreprise réelle. Les professeurs sont satisfaits et les étudiants sont enthousiastes. Reportage de Bastien Cervoni. Cette effervescence dans les salles de classe vient des Business Games, un test sous forme de jeu pour les étudiants de PSB. Les entrepreneurs en herbe sont réunis dans les salles de classe, encadrés par leurs professeurs. C'est d'appliquer le savoir et le savoir-faire qu'on a appris en cours et l'appliquer sur un cas semi-réel qui est une simulation pour voir, dans un cas concret, qu'est-ce que c'est de faire de la finance, de faire des choix des marketing, de faire des choix de production. Et le côté concurrentiel, évolution de la vie de l'entreprise, prendre des décisions à chaud et avoir une stratégie globale, effectivement, ils aiment ça et ils se prêtent au jeu assez facilement. Ce sont des bons gestionnaires, pourquoi ? Parce que même si certaines entreprises, des fois, ont des difficultés, ils savent réagir, ils savent identifier les problèmes et ils apprennent justement à voir quelles solutions ils doivent apporter. On apprend à gérer des projets, à gérer des risques et donc à devenir comme entrepreneur. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans les Business Games, ça nous apprend à prendre des décisions et à voir l'impact que ça aura au fur et à mesure du temps. L'événement est divisé en sessions de travail d'1h30, puis vient le moment fatidique, le résultat final. Chaque équipe découvre si son entreprise est en bonne santé ou si elle plonge totalement. Alors en termes de classement, ça se tasse un peu, on a toujours Stratum qui est premier avec un retour d'actionnaire de 28%. Derrière, ça se bat entre Orange et Marine. Marine, yes. Stratum qui est bon sur la Tech 2, les Verts qui sont bons sur la Tech 3. T'as vu ? Oui, pour l'instant ça va, on est constant. On ne cherche pas à être les meilleurs, mais on est constant, ça va. Puis le concept est intéressant. Donc pour l'instant on s'amuse bien. C'est 1 heure, 1 heure et demie par tour. Donc bon, on n'a pas le temps, on a très peu de temps pour réfléchir. Au contraire, on se dit que 48 heures avant de commencer ça va être long, que peut-être qu'on va pas aimer Business Game, mais non, mais c'est intéressant. Les Business Games sont donc un entraînement grandeur nature pour ces étudiants en Master 2 prêts à quitter l'école en fin d'année, le tout dans la bonne humeur. Travailler en équipe, faire face aux imprévus financiers, ces qualités sont essentielles dans le monde de l'entreprise. À l'issue de la 2e journée de travail, les étudiants sauront s'ils ont réussi cet examen de passage et s'ils ont tout du grand entrepreneur de demain. C'est la fin de votre journal. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à Brice Lelièvre à la réalisation, à Lionel Chamolot et à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.